J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va compresser le temps, moudre l'espace et tordre l'univers. Et aussi on va jouer aux cartes un peu. Je vais aujourd'hui vous parler de Final Fantasy. Final Fantasy VIII, en l'occurrence. Non mais, vous pouvez rester, hein? S'il vous plaît. Il s'agira ici de traiter de Liberi Fatali, son morceau d'introduction. Composé d'un chœur et d'un orchestre, cette musique a tout pour être une hymne épique. Et vous savez quoi? C'en est une. Elle a été composée par Nobuo Uematsu, qui est, avec Koji Kondo, l'un des grands géants de la musique de jeux vidéo japonais. Il a notamment composé pour une grande partie des Final Fantasy. Et je crois que nous serons tous d'accord pour dire que des morceaux comme celui-ci, ou encore celui-ci, sont de véritables monuments de la musique de jeux vidéo. Concernant l'arrangement de ce Liberi Fatali, on le doit à Shiro Hamaguchi. Et encore, je ne vous ai passé là que des morceaux de la génération 3D de Final Fantasy. J'aurais pu vous parler de l'opéra, des thèmes des combats, j'en passais des meilleurs. Mais une énumération exhaustive des bijoux de Nobuo Uematsu aurait des conséquences fâcheuses sur le timer de cette vidéo. Je vais donc m'en tenir à ça. Final Fantasy VIII raconte la quête d'un groupe de mercenaires dans un monde assez semblable au nôtre, avec une politique de merde, des rivalités plus ou moins froides, etc. Semblable au nôtre, à l'exception du fait que la magie et les sorcières existent. Et le rôle de ce groupe de mercenaires sera de venir à bout de Ultimecia, une sorcière du futur qui prend possession des sorcières du présent pour pouvoir faire fusionner passé, présent et futur, afin d'avoir un contrôle total sur le monde. Vous avez compris? Ouais, moi non plus. Mais c'est des plans japonais, hein, faut garder ça à l'esprit. C'est forcément perché. Liberi Fatali débute sur un chœur de femmes à l'unisson, qui chante Fitos, Lusek, Vikos, Vinosek, ce qui ne veut rien dire du tout, puisqu'il s'agit d'un anagramme des mots Succession of Witches, succession de sorcières, et Love, amour. Que ces femmes débutent en chantant tout à l'unisson est intéressant, puisqu'il s'agit d'une symbolisation assez claire de l'unité des sorcières, Ultimecia pouvant toutes les envoûter. Et le texte, bien entendu, participe à cela. Cette phrase inventée a d'ailleurs probablement pour but d'évoquer ce qui n'existe pas, le surnaturel, la magie. Au début, elle est d'ailleurs plus scandée que chantée, comme une mélopée. Il y a de la sorcellerie là-dessus, hein, moi je le dis. Le reste des paroles du chœur, par ailleurs, est en latin. Je serais tenté de dire qu'il s'agit d'une volonté d'archaïsme pour symboliser le passé, le voyage dans le temps étant au centre du jeu. Parce que ça donnerait quand même un élément d'analyse trop classe. Mais bien que ce soit beaucoup moins romantique, l'honnêteté me force à avouer qu'il s'agit plus vraisemblablement d'une simple question de goût. Et puis, la voile latin, c'est une grande histoire d'amour. Notre culture musicale occidentale repose sur le chant grégorien, monophonique, a cappella et en latin. Ce n'est que par la suite qu'on y a ajouté des instruments. Ce qui, de grandes messes en requiem, nous amène petit à petit à Liberi Fatali. On note dans les paroles une forte présence du champ lexical du sommeil. Et le sommeil est très important dans le jeu, puisque c'est au travers de lui que les héros peuvent voyager dans le temps et suivre des personnes du passé. Ce sommeil peut aussi être une évocation de leur mémoire perdue, qui se réveille au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Le chœur est parfois scindé en deux, avec d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Putain, je prends des risques à parler de séparation des sexes par les temps qui courent. Comme dans ce passage-là, par exemple. On peut y voir l'évocation de la bataille entre les sorcières, symbolisées par les femmes, comme le suggère l'introduction, et les héros, appelés les enfants, symbolisés par les hommes. Je suis dans la merde. Mais rassurez-vous, à la toute fin, tout le monde s'est réuni pour y poutrer la tronche à la vilaine Ultimecia. Et puis, on doit beaucoup au sacrifice des DA. Ça devrait faire l'affaire. Il y a dans cette musique deux éléments récurrents. Récurrents à l'échelle du morceau, mais aussi à l'échelle de toute la BO du jeu, dans lequel ces thèmes réapparaissent. Il s'agit de celui-ci, que je rattache aux sorcières, et de celui-ci. Que je rattache aux enfants, et par extension, au combat. Le thème des sorcières est essentiellement rythmique, et est associé aux paroles Fitos, Lusek, Vikos, Vinosek. Son harmonie varie, mais son caractère parlando est immuable. On le retrouve notamment dans des morceaux comme Succession of Witches, que vous entendez en ce moment même, ou dans celui-ci,
qui s'appelle Vitos, Lusek, Vikos, Vinosek. Justement, le thème des enfants, qui sont déjà bien grands alors que le jeu débute, est beaucoup plus mélodique et lyrique. On l'entend dans des morceaux comme Seed, ou dans celui-ci, qui s'appelle The Stage is Set. Tonalement, on peut le dire, c'est le bordel. À quelques exceptions près, notamment au tout début, Nobuo Uematsu change peu d'accords, mais lorsqu'il change véritablement, c'est pour partir dans des tonalités très éloignées de celles dans lesquelles il s'était installé. Cette musique est très peu mélodique, elle est surtout rythmique, et repose beaucoup sur des effets d'orchestre, à l'exception toutefois de ce moment, où une vraie mélodie est jouée dans le registre grave. Ici, nous sommes dans un moment très mélodique et aux harmonies mobiles. Mais ces accords sont, une fois encore, très éloignés les uns des autres. L'évolution se fait par changement de couleur, avant de repartir de plus belle sur une longue plage jouée sur un seul et même accord stable. Par contre, c'est toujours mineur, tout le long de la musique. Pas déconner, on cause de baston et de sorcières, c'est méchant. En revanche, le tout début de la musique s'analyse très bien tonalement, mais nous ne sommes qu'au commencement, le monde n'a pas encore été tordu. Je pense donc pouvoir voir dans ces harmonisations très éloignées une symbolisation de l'éclatement du monde et du temps. Le tout est sur pédale, ce qui renforce la sensation de stabilité de ces passages. Les pédales seront d'ailleurs omniprésentes dans tout le morceau, et me semble une belle représentation des objectifs des personnages, objectifs certains, quel que soit le camp dans lequel ils évoluent. Une pédale, en gros, c'est un truc sur lequel on peut te faire passer. Putain non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qu'une pédale? Eh bien, en musique tonale, il s'agit d'une note qui demeure immuable tandis qu'autour d'elle, la musique évolue en changeant d'accord. On en trouve de nombreux exemples dans la musique classique, comme ici à la basse. Ici dans le médium. Ou ici dans l'aigu. On note également une forte présence des chromatismes, notamment à la toute fin, où les sorcières chantent leur Vitos, Lusek, Vikos, Vinosek sur une descente chromatique. Le plus intéressant étant qu'on a, joué en même temps, bien qu'on l'ait entendu seul juste avant, les hommes qui chantent sur les mêmes paroles, au même rythme, mais sur une gamme diatonique ascendante. Diatonique étant le contraire de chromatique, c'est-à-dire qu'on reste sur les notes de la gamme, au lieu de jouer toutes les notes possibles. Cela participe à cette confrontation entre le chœur d'homme et le chœur de femme. Pour ce qui est de l'orchestration, elle est abondante, mais sans ornement particulièrement intéressant. Aucun instrument très original ne vient s'y greffer, à l'éventuelle exception du piano qui n'est là que pour des raisons de couleur. Alors qu'on est d'habitude plus tenté de mettre ce type d'instrument en avant. Pas de quoi se relever au milieu d'un chat, quoi. Et puis, jusqu'à quel point est-il besoin de parler de l'importance des percussions? Non, Au final, Nobuo Uematsu et Shiro Hamaguchi ont très bien synthétisé l'univers du jeu dans cette musique. On y retrouve le doute, l'instabilité des uns, les idées fixes des autres, l'opposition de deux mondes et la fatale union d'univers qui devaient rester séparés. Les voix humaines, comme c'est souvent le cas, symbolisent ici les hommes autant dans leur globalité que dans leur indépendance, les clans qu'ils représentent. Il leur arrive, toutefois, de s'unir dans les cœurs complets, parce que le monde n'est pas manichéen. Et même celles qui sont considérées comme des sorcières dans le jeu viennent en aide aux héros pour mettre un terme au projet de la véritable opposante, Ultimecia. Parce que franchement, de vous à moi, et n'en déplaise à Clint Eastwood, c'est pas une grosse paresse intellectuelle de simplement séparer le monde en catégories?